L'origine de la vie, enregistrement fait en date du 20 décembre de l'année 2022. Au cours des dernières semaines, je me suis intéressé à l'origine du vivant. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui m'ont fait parvenir, notamment là, par Facebook, des souhaits de félicitations suite à la naissance de ma fille, qui est un être vivant, et aussi par YouTube. Donc, ça fait chaud au cœur. Et puis, je vous remercie dans un esprit d'amour fraternel pour tous ces messages qui m'ont été parvenus au cours des derniers jours. Et par rapport au vivant, ben c'est sûr, j'ai eu un enfant récemment, mais ce qui est intéressant, c'est de remonter la chaîne du vivant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie, mais l'exercice peut être intéressant à faire. Donc, d'un côté, j'ai un enfant qui est né, une vie sur le plan physique, biologique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui a amené la vie. Donc, avant que ma fille naisse sur le plan physique, eh bien, il y a eu la naissance de formes de vie sur la Terre. Ensuite, il y a eu naturellement la création du Soleil et aussi de l'univers. Si on remonte il y a très très loin, là, donc avant que la vie puisse apparaître sur le plan physique, eh bien, il y a eu la création de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Donc, par rapport à la création de l'univers, eh bien, j'ai écouté dans les dernières semaines, en fait, des épisodes sur Netflix. Il y en a 6 au total par rapport à un documentaire en plusieurs parties qui s'intitule en anglais Our Universe, en français, Notre univers. Donc, c'est un documentaire qui a été produit en 2022, donc c'est tout récent. Et ça donne des explications là, par rapport à l'origine du vivant. Donc aujourd'hui, le but de l'enregistrement, c'est de vous partager un petit peu ce que j'ai appris au fil des derniers jours. Donc c'est par rapport à des connaissances intellectuelles en lien avec des données scientifiques, là, notamment là, par rapport à l'astrophysique, que je vais parler là, dans les prochaines minutes. Donc, je tenais à le mentionner. Là, donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous propose de poursuivre l'écoute de cet enregistrement. Et par rapport à ce documentaire en plusieurs épisodes, j'ai trouvé très instructif parce qu'il répond à des questions très fondamentales avec des connaissances scientifiques récentes. Puis, en même temps, les images qui sont présentées sont très belles par rapport aux planètes, au système solaire et également là, à l'origine de l'univers. Donc, par rapport à Our Universe, il est dit qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y aurait eu le Big Bang. Donc, c'est une explosion qui a engendré la création de l'univers et marqué le moment du début de l'histoire cosmique, avec entre autres la création des atomes, qui est la plus petite unité là, sur le plan physique. Donc, plein d'atomes sont créés en même temps et sont projetés dans plusieurs directions. Et ce qui est particulier dans le documentaire, c'est ce qui est dit, c'est que l'univers a une durée de vie qui est limitée, comme les planètes et également les soleils et les êtres vivants. Donc, tout ce qui existe sur le plan physique est préprogrammé à l'avance. Comme par exemple, par rapport à la naissance du Soleil, il est question que le Soleil de notre système solaire en particulier aurait été créé il y a 4,6 milliards d'années et aurait été le résultat de l'activité de la force gravitationnelle qui a attiré du gaz et de la poussière à un point formant un gigantesque nuage qui s'effondra. En fait, la gravité tire, c'est une force qui tire vers l'intérieur. Donc, la force de gravité, c'est que la plus grosse masse attire
la plus petite masse. Et c'est la même chose au niveau de l'espace, à différentes échelles. Donc, c'est sûr que c'est par rapport à des atomes, mais ça peut être aussi par rapport, par exemple, à une étoile qui est attirée par un système solaire ou un amas de systèmes solaires qui attirent des systèmes solaires. Donc, la force gravitationnelle va être un élément marquant par rapport à l'univers dans lequel on se trouve, parce que c'est ce qui crée, entre autres, des attractions. Et par rapport à la force gravitationnelle, bien, ce qui est arrivé, c'est que par rapport au Soleil, c'est qu'il y avait des atomes, et comme ils étaient attirés vers eux très fortement, ben, il y a eu des collisions. À force de se rapprocher, à un moment donné, il y a des atomes qui se sont entrechoqués et ça a amené leur fusion. Et lorsque les atomes fusionnent, ça engendre de l'énergie qui est relâchée, dont notamment des photons, qui occasionnent de la lumière. Et c'est cette réaction chimique, cette réaction en fait nucléaire qui est produite au sein de notre Soleil, qui fait en sorte qu'on a de la lumière. Donc, le documentaire explique bien le fondamental, là, c'est-à-dire pourquoi que le Soleil brille. C'est des gens qui se sont déjà posé la question, ça ne peut pas être répondu d'une manière plus claire. C'est tout simplement en lien avec une réaction chimique où les photons sont relâchés, l'énergie, par rapport à la fusion d'atomes, et le Soleil va briller tant aussi longtemps qu'il y a des atomes en son sein qui occasionnent cette réaction chimique. Donc, lorsque l'ensemble des atomes au sein du Soleil vont avoir fusionné entre eux, bien, à ce moment-là, le Soleil va arrêter de briller parce qu'il n'y aura plus la réaction chimique qui occasionne la lumière qu'on peut percevoir. Ce qui fait en sorte que le Soleil est programmé pour une durée de vie limitée. Donc, ça me fait penser au concept d'obsolescence programmée qu'on a par rapport à des appareils comme des téléviseurs. Par la suite, des téléphones intelligents. Bon, ben, le Soleil, c'est la même affaire, une durée de vie limitée. Les êtres vivants ont des durées de vie limitées et les planètes aussi. L'univers en tant que tel aussi a une durée de vie limitée. À cause que la forme qu'on connaît de l'univers est en relation avec des réactions chimiques, entre autres. Et ce qui est intéressant dans la série d'épisodes, c'est qu'il était question que la chaleur générée par le Soleil provient de son noyau, qui est la partie la plus chaude de notre système solaire, qui serait à 15 millions de degrés. Donc là, c'est très chaud. Et les photons qui sont liés au centre du Soleil par rapport aux réactions chimiques où c'est très chaud, sont projetés au loin sous forme de faisceaux lumineux. Leur masse serait nulle et ils voyageraient à la vitesse de la lumière. Donc, les photons, donc l'énergie qui est relâchée par le Soleil, brille dans toutes les directions. Et par la suite, c'est ce qui permet entre autres la vie sur Terre, dans le sens que les herbes, entre autres par le phénomène de la photosynthèse, vont se nourrir des rayons du Soleil et qui va les absorber les photons venant du Soleil. Par la suite, il va y avoir des animaux herbivores qui vont s'en alimenter et ensuite des animaux prédateurs, des carnivores qui vont manger les herbivores, qui ont mangé l'herbe. Et quand on regarde par rapport à la chaîne du vivant, la chaîne alimentaire, bien, par la suite, il y a l'être humain qui peut manger à la fois des animaux et également des plantes. C'est sûr, c'est intéressant de voir comment on est tous connectés à un certain niveau par rapport à l'énergie du Soleil qui a été transformée par la plante, par l'animal ou des animaux, puis par la suite, l'être humain absorbe cette énergie-là indirectement. Donc, c'est quand même particulier. Donc, les êtres vivants sur Terre se nourrissent de l'énergie qui vient du Soleil. À quelque part, on est tous alimentés par lui. Par contre, la problématique de l'univers fini dans lequel on se trouve sur le plan physique, c'est qu'il n'y a rien qui alimente le Soleil sur le plan de l'énergie d'une manière infinie. C'est-à-dire que dans 5 milliards d'années,
le Soleil va être à court d'énergie. Donc, quand l'ensemble des atomes qui sont présents vont fusionner, ben, il va y avoir l'effondrement du noyau et il va devenir une géante rouge qui va par la suite exploser. Donc, c'est sûr que peut-être rendu dans 5 milliards d'années, il va y avoir des vaisseaux spatiaux qui vont être construits par des êtres sur Terre qui vont aller sur d'autres planètes dans le cosmos qui se trouvent à une distance de Soleil par rapport à une zone habitable là, pour aller poursuivre la vie. On ne sait pas. Mais ça laisse quand même du temps, là, 5 milliards d'années. Ou peut-être que les êtres humains vont fusionner aussi. T'sais, on parle de la fusion d'atomes au sein du Soleil qui donne de l'énergie, mais il peut y avoir la fusion, si on le prend au niveau occulte, de l'être humain avec l'esprit qui va donner place à un autre être sur un autre plan de réalité. Et ces préoccupations-là par rapport à la durée de vie limitée du Soleil et de son rayonnement par rapport à la vie sur la Terre seront à ce moment-là, dans 5 milliards d'années, des préoccupations lointaines. Quoi qu'il en soit, le temps est né il y a 13,8 milliards d'années, selon le documentaire. Naturellement, par rapport à des questions d'origine de la réalité, par rapport au Big Bang, tout dépendant des auteurs, il y en a qui vont dire non, l'univers a 16 milliards d'années. Là, la date qu'on présente en cette année 2022, c'est 13,8 milliards d'années. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être revisité, puis finalement, c'est 12 milliards. Donc, puis là, ça change, puis c'est quand même des grandes durées de temps. Là, on parle de milliards d'années. Donc, tout ça peut être revisité. Fait que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, bon, c'est intéressant de regarder c'est quoi les données à jour, les données récentes, parce que là, c'est une série d'épisodes qui date de 2022, mais toujours conserver votre esprit critique par rapport à ça et de réaliser que il y a une certaine subjectivité dans l'évaluation de l'origine de l'univers, bien qu'on essaie de nous dire que c'est quand même assez objectif, on s'appuie sur des observations de dispersion dans l'espace qui sont faites avec des satellites et ainsi de suite. Donc, le Big Bang génère des atomes et de l'énergie et a parcouru de vastes distances. Le Big Bang permet la naissance du temps et active l'horloge de notre univers qui n'est pas immortel. Donc, en plus des soleils qui ont une durée de vie limitée, l'univers physique qu'on connaît aurait une durée de vie aussi limitée. Et on part du concept par rapport au Big Bang que l'univers physique manifeste n'a pas toujours existé. Donc, il y a eu cours, il y a plusieurs années, une espèce d'immense explosion qui a ramené la dispersion et la création simultanée d'atomes un peu partout. Par la suite, ce qui arrive, c'est que la force gravitationnelle fait en sorte que les plus petites masses sont attirées par les grosses masses, ce qui fait en sorte que les gros morceaux de Lego attirent les petits morceaux qui peuvent s'en regrouper plusieurs. Quand j'étais jeune, je jouais au bloc Lego. Et il y avait des gros morceaux sur lesquels on pouvait mettre des plus petits morceaux, ainsi de suite. Et c'est un petit peu le même principe, ce qui fait en sorte que les planètes, le Soleil, les regroupements de galaxies, c'est tous des éléments qui sont en relation avec la force gravitationnelle à différentes échelles. Et le regroupement des éléments aussi, la façon que ça se regroupe. Et un peu à l'image du jeu de Monopoly, c'est-à-dire plus que tu es gros puis tu as des entreprises où plus que tu peux augmenter. Là. C'est comme plus qu'une masse est grosse, plus qu'elle va amener l'attraction d'éléments autour d'elle, puis plus qu'elle va devenir de plus en plus grosse. C'est un petit peu un cercle vicieux, dans le sens, si on l'applique au niveau financier, plus que la personne est riche, plus que ça devient facile pour elle de faire de l'argent, parce que c'est plus facile pour elle d'avoir des monopoles, et toute l'activité économique d'un pays peut graviter autour d'elle, donc elle est en meilleure position de s'enrichir. Donc, si on le voit ça autrement, là, c'est sûr que le parallèle financier peut se faire à un certain niveau, mais l'idée, c'est que plus qu'une masse est grosse, plus qu'elle peut attirer des éléments. Et ça, c'est un des principes premiers de l'univers manifeste qu'on connaît. Par rapport à l'univers qui a une durée de vie limitée en relation, entre autres, avec les planètes, les soleils,
dans le documentaire, il était question des trous noirs. J'espère que ça ne sera pas trop troublant, ce que je vais dire dans les prochaines minutes, parce qu'il est question des trous noirs. Donc, il est question que l'univers va s'étendre pendant des milliards d'années avant de connaître la mort d'étoiles et de planètes. Ensuite, ce que ça fait quand les planètes et les étoiles sont mortes, c'est qu'il va y avoir des trous noirs qui vont s'en nourrir. Donc, des éléments de la matière. Donc, les trous noirs, c'est des singularités qui vont en absorber. Puis plus que la force des trous noirs augmente, donc leur force de gravité augmente, plus qu'ils vont engendrer la déformation du temps et de l'espace au niveau du cosmos, au niveau de l'univers. Donc, les trous noirs vont présenter aussi une grande force de gravité qui va ralentir progressivement le temps. Puis à mesure que les trous noirs deviennent gros en absorbant des grandes quantités de planètes, ensuite de soleils, de galaxies, des éléments qui composent des galaxies, ben, plus qu'ils prennent de l'amplitude, plus qu'ils vont déformer le temps, là, comme mentionné, puis prendre de l'expansion. Et lorsque les trous noirs n'auront plus d'étoiles et de planètes absorbées, éventuellement, il était question qu'ils vont se mettre à rétrécir et que l'univers pourrait prendre fin avec la mort des trous noirs. Donc, l'univers comme qu'on le connaît, là. Et avant l'apparition du Soleil et des planètes, il y avait de la poussière et un nuage de gaz dans le système solaire. Et c'est sûr que la question se pose, c'est qu'une fois que les trous noirs vont tout absorber les résidus de matière qui ont connu des réactions chimiques, comme rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, comme disait Loiselier, bien, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Peut-être qu'on aura un autre Big Bang, mais ça, il n'en parle pas dans la série d'épisodes là, sur Netflix, là. Mais ça, c'est l'impression que j'ai, c'est que quand tout va être rassemblé, etc., bien, peut-être qu'il va y avoir un autre phénomène d'explosion, un peu comme, par exemple, l'attraction des atomes qui vont amener le Soleil à s'allumer. Donc, il y a une réaction intense et que la lumière soit par rapport à la fusion des atomes qui s'entrechoquent sous la pression de la force gravitationnelle. Ben, ça peut être une réaction analogue, à mon avis, une fois que toute la matière va être absorbée par les trous noirs. Ça, c'est une hypothèse que je fais, mais on verra. Ben, on verra bien. Probablement que je ne serai plus là sur le plan physique pour en parler, parce que là, c'est ça va sans doute prendre plusieurs milliards d'années avant que notre univers, comme on le connaît, finisse d'exister, là. Mais quand on regarde la formation, entre autres, de la Terre, ce que je trouvais très intéressant dans le documentaire, ce qui était dit, c'est que la Terre, c'est le résultat de roches qui sont attirées par la force de gravité. Et le concept que la Terre, c'est une planète bleue là, composée essentiellement d'eau, là, ça n'a pas toujours été le cas. Et la présence d'eau sur Terre est en relation avec entre autres, des météorites qui présentaient de l'eau. Qui sont venus sur Terre à cause de la force de gravitation de la Terre. Mais sans ces météorites-là, avec de l'eau sur des roches, bien, il n'y aurait pas eu des océans, il n'y aurait pas eu des bactéries dans l'eau, il n'y aurait pas eu de poissons, il n'y aurait pas eu par la suite des animaux terrestres, des oiseaux. Donc, la chaîne du vivant est en relation, entre autres, avec l'eau. Et l'eau vient de l'espace. Sinon, par rapport à la force gravitationnelle, bon, il y a des questions que la Lune va exercer sur la Terre une force de gravitationnelle faisant varier les marées. Et la force de gravité en tant que telle amène des rassemblements d'atomes et la création de soleils générant la lumière. Et c'est sûr qu'il était question dans le documentaire que dans le Soleil, la température augmente avec la fusion des atomes et des éléments autres que l'hydrogène ont été créés par la suite, parce que l'hydrogène, c'est un des principaux éléments de l'univers. Et par la suite, la fusion de différents atomes, selon leur quantité, ça donne place à des métaux lourds, complexes, comme de l'hélium, du carbone. Dans le Soleil, les principaux éléments chimiques ont été créés
par rapport à l'activité de la fusion qui s'y déroule. Et ces éléments-là, naturellement, ont été ensuite projetés à certains niveaux dans le cosmos ça s'est transformé entre autres en planètes. Et avec le temps, les étoiles se sont rassemblées pour former des galaxies. Le noyau de la Terre génère un champ électromagnétique et chaque lieu à la surface du globe présente sa propre signature magnétique. Il était question dans le documentaire, puis j'ai trouvé ça intéressant, que des tortues vertes peuvent reconnaître, grâce à leur présence en elles, de cristaux de magnétite composés de fer. Eh bien, ils peuvent reconnaître les différents endroits du champ électromagnétique de la Terre et pour pouvoir y retourner par la suite pour y pondre des œufs. Donc, ils vont retourner à l'endroit qu'ils sont nés et leur GPS intérieur, donc leur boussole, est en relation avec la présence de cristaux de magnétite composés de fer qui leur permet de s'aligner en fonction du champ magnétique terrestre. Et le fer, en fait, c'est une substance qui est en ligne de poussières qui proviennent d'étoiles détruites, entre autres, dans le passé, qui ont été acheminées sur la Terre. Parce que dans les soleils, il y a différentes réactions chimiques qui peuvent s'opérer. Et à travers les différents métaux qui sont générés, comme je le disais tantôt, bon, il peut y avoir de l'aluminium, du carbone, il peut y avoir aussi du fer. Et le fer, la différence de d'autres métaux, c'est que c'est un élément qui consomme de l'énergie. Et la production de fer amène l'étouffement d'une étoile qui en produit. Parce que ça consomme de l'énergie. Donc, et par la suite, il y aurait eu une étoile dans le passé détruite qui aurait généré beaucoup de fer et on en bénéficierait. Puis par la suite, à cause de la présence de fer sur Terre, ben, on a des tortues qui se sont développées avec une boussole en elles qui leur permet là, de connaître à quel endroit elles se trouvent et parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour, par exemple, revenir plusieurs années après leur naissance au lieu qu'elles originent pour y pondre des œufs et ainsi participer au cycle du vivant. Donc la force de gravité rassemble de la poussière d'étoiles qui peut servir à donner naissance à une nouvelle étoile dans certains cas et qui va régénérer de ses cendres. Et il était question qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre était une boule de feu et de roches en fusion. Et par la suite, ce qui a permis le changement de l'état de la Terre, c'est des cristaux d'eau qui sont venus de l'espace, qui ont été projetés ici. Et qu'à l'origine, il n'y avait pas d'eau sur la Terre. Et c'est l'eau qui a permis, entre autres, la naissance des cellules sur la Terre et les différents êtres vivants. Donc, et la force qui unit toutes les composantes de l'univers, que ce soit les êtres vivants, les planètes, ensuite les étoiles, les galaxies, c'est la force de gravité. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport au documentaire. Donc, s'il y a des abonnés, des gens parmi vous qui sont abonnés sur Netflix, eh bien, vous pouvez, c'est sûr, aller l'écouter en détail. Là. C'est très intéressant et ça permet d'avoir une base, là, d'acquérir des connaissances de base là, en matière d'astrophysique pour répondre à des questions fondamentales dans une perspective scientifique. Et puis moi, j'écoutais ça, ces documentaires-là, dans les semaines, en fait, les différents épisodes dans les semaines qui ont précédé la naissance de ma fille, qui est un être vivant. Et ça me permet de voir tout dans une perspective, en fonction de la science officielle, toute la chaîne qui a engendré à quelque part ma fille, ou moi-même, en tant qu'être vivant, dans le sens que si j'existe sur le plan physique, dans l'univers manifeste, c'est parce qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu une réaction en chaîne, le Big Bang, qui a amené par la suite la création par la force gravitationnelle qui s'est opérée suite à cet événement d'amoncellement de matière qui a généré par la suite des soleils, par la suite des planètes
et ainsi de suite, et des êtres de plus en plus complexes, là, composés d'atomes, dont éventuellement des êtres humains. Donc, quand on réalise toute la chaîne du vivant et tous les événements qui ont précédé l'existence d'une vie, c'est quand même assez incroyable, là, quand on prend le temps de s'arrêter à ça, et aussi de regarder là, par rapport à toutes les opérations au niveau chimique, parce qu'il a fallu qu'il y ait des atomes qui soient créés, des atomes ensuite se sont assemblés ensemble, ce qui a donné des éléments chimiques qui sont devenus de plus en plus complexes, qui ont permis certaines choses. Donc c'est ce qui complète cet enregistrement audio. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu comme un étudiant là, qui fait une espèce d'exposé oral là, après avoir étudié quelque chose pour en résumer les principales idées. Pour moi, ça me permet d'intégrer tout ça. J'espère que les gens qui se sont rendus jusqu'à la fin de votre audio, vous avez trouvé ça quand même intéressant. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.